Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette première du festival Italissimo, en tout cas à la Maison de la Poésie. C'est la première soirée ici. Merci d'avoir bravé l'appel des terrasses pour entendre parler des pieds froids. Ça ne s'invente pas. C'est le titre du dernier livre de Francesca Melandri. Je vous remercie, Francesca Melandri, d'être avec nous pour en parler ce soir. Alors, je rappelle rapidement que vous avez été scénariste pour des longs métrages de cinéma et pour des séries télévisées également documentariste, avant d'écrire des livres à partir de 2010. Et tous vos livres, puisque celui-ci est votre 4e, ont pour point commun de se pencher sur des événements historiques, surtout du XXe siècle, en interrogeant les conséquences et les résonances que ces événements peuvent avoir aujourd'hui. Et vous vous interrogez, chemin faisant, sur les biais et les oublis de la mémoire collective. C'était le cas dans votre premier livre qui s'appelait Eva Dorme, Eva dort, en 2010, qui se penchait sur les mouvements séparatistes du Sud-Tyrol. Vous êtes ensuite penché sur les années de plomb et les brigades rouges dans Più alto del mare, plus haut que la mer, en 2012, qui vous a valu plusieurs prix littéraires, comme le précédent d'ailleurs. Et ensuite, à nouveau, dans Sangue Giusto, j'espère que je le prononce bien, qui a été traduit en français chez Gallimard, comme tous les autres, je ne l'ai pas précisé, par Daniel Vallin. Ça a qui été est dans la salle, qui est dans la quelque salle, part. et qu'on salue, Daniel Vallin. Pardon, parce que j'ai oublié de vous citer, c'est vous qui êtes l'autrice de la traductrice des Pieds froids et des précédents romans. Et dans Tous sauf moi, donc en 2017, vous vous penchiez cette fois sur l'histoire coloniale italienne, autre point aveugle du grand récit national, et vous le mettiez en parallèle avec l'immigration contemporaine. Et donc cette manière de mettre en écho le passé et le présent, en interrogeant ces biais cognitifs de la mémoire, on la retrouve, cette mise en parallèle, dans ce dernier livre, Piedi freddi, donc les pieds froids, qui est sorti en français cette année, en 2026, et qui vous a valu le prix Bruno Kreisky. Je le signale parce que c'est un prix important, c'est le prix du livre politique, qui est remis en Autriche. Et dans ce livre, donc à nouveau, vous dresser un parallèle du même type, puisque vous mettez en regard l'invasion ukrainienne en 2022 par la Russie et ce qu'on a appelé la retraite de Russie, qui aurait été plutôt une retraite d'Ukraine, 80 ans plus tôt, en 1942. C'est donc ce moment précis de la Seconde Guerre mondiale où les troupes italiennes, en particulier ce qu'on a appelé les Alpini, donc les chasseurs alpins, dont votre père faisait partie, ont dû rebrousser chemin, reculer devant la progression de l'armée rouge. Et donc vous mettez en parallèle ces deux périodes. Et le livre prend la forme d'une lettre à votre père, ou d'un dialogue sans réponse avec lui, votre père qui est aujourd'hui disparu. Et c'est un livre très fort, très important, qui a à la fois, je crois, cette tendresse, et qui est en même temps un livre sans concession, qui est à la fois un livre évidemment italien, mais qui est aussi résolument européen, je crois, et qui interroge la notion de vérité, la notion de mensonge historique, la question de la politique et de l'éthique dans nos démocraties, et les liens peut-être également entre la paternité et la patrie, qui est un fil rouge aussi qu'on trouvait dans vos précédents livres. Voilà un petit peu pour les pistes que j'aimerais bien qu'on explore dans la conversation qui va suivre. Mais pour commencer, je voudrais qu'on parte tout simplement du début de ce livre, Les pieds froids, où vous vous arrêtez assez longuement sur une vidéo qui est sortie sur YouTube une semaine à peu près après l'invasion russe en Ukraine. Une vidéo qui vous a beaucoup marqué, que vous n'avez pas pu vous empêcher de regarder à plusieurs reprises. C'est une vidéo dans laquelle on voit des femmes ukrainiennes offrir du thé et du pain à un soldat russe qui, lui, est en larmes. Et donc, cette vidéo vous appelle, vous la regardez à plusieurs reprises. Quel rôle est-ce qu'elle a joué, cette vidéo, dans la naissance de ce livre et dans ce parallèle que vous tissez entre l'invasion de 2022 et la retraite de Russie, ce qu'on appelle la retraite de Russie en 1942? Alors, merci Camille de cette merveilleuse introduction. Merci à tous et à toutes qui sont ici. Dans cette belle journée de sol, vous êtes venus ici à entendre parler de guerre, des pieds froids, de neige, de froid. Donc, vraiment, merci du cœur.
Alors oui, cette vidéo, j'étais à Berlin, où j'habite la plupart de l'an, dans le février 2022, et comme j'imagine tout le monde ici dans cette salle, j'étais étonnée, stupéfaite, choquée, et bouleversée, tout ce qu'on peut dire devant ces images de cette incroyable invasion et guerre sur notre continent. C'était pas la première guerre depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Naturellement, il y a eu la guerre du soulèvement de la Yougoslavie, mais c'était la première guerre entre des militaires, des forces militaires, comme à l'ancienne. Et ces images de forces de frappe, de panzers, de tanks, c'était vraiment quelque chose que j'imagine que je n'étais pas la seule à être très étonnée. Mais très tôt, je me suis rendu compte que les lieux exacts où tout ça se passait, et les noms des lieux, Kharkiv, Soumy, Irpin, Izium, tous les noms de ce qu'on appelle le Donbass, ou la partie sud-est, disons, de l'Ukraine, étaient les noms et les lieux où mon père, je suis une fille née assez tard, donc il était un père ancien, mon père était né en 1919, donc il appartenait à cette génération qui a eu la incroyable mauvaise chance d'avoir toute la jeunesse occupée par la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'était les lieux où il, comme alpin chasseur, comme alpino, était pendant la partie de la Deuxième Guerre mondiale où la guerre échangeait de la inexorable victoire de la Wehrmacht et de l'armée fasciste alliée. Et là, c'était les mois avant de Stalingrad et tout ça, où la guerre, heureusement, est tournée. Et à la fin, les nazis et les fascistes ont perdu, heureusement. Et entre eux, il y avait mon père, qui était un jeune Italien, qui naturellement avait été conscrit dans esercito, comment est-ce qu'on dit esercito? Armée, merci, évidemment. Dans l'armée italienne, et il n'avait pas de choix. Il était là. Et en voyant cette vidéo, alors, je crois qu'on va en parler, mais l'histoire de cette guerre, pour lui et pour nous comme sa famille, avait été toujours quelque chose de très important. Et puis on va parler comment, et de quelque façon, il y a beaucoup à dire. Mais maintenant, je veux dire seulement que sa présence dans la guerre de Russie, hein, qui évidemment, ce n'était pas de Russie, mais c'était de l'Union soviétique, parce que la plupart de l'invasion et du sang versé était, oui, en part naturellement important aussi en Russie, mais la part vraiment affreuse avait été dans Ukraine et Bélarus surtout, c'est-à-dire plus à l'ouest. Et sa participation à cette guerre, c'était quelque chose de vraiment, je ne sais pas comment dire, identitaire un peu pour notre famille, mais pas seulement pour notre famille, pour l'Italie. Et ses contes étaient toujours avec le même final, disons, happy end. Il y avait eu un happy end. Évidemment, il était survécu. Moi, j'existe. Évidemment, ça est la preuve qu'il avait, au moins pour lui, l'happy end. C'était l'aide des femmes. L'aide des femmes. Et ça est quelque chose qu'ici, dès que j'ai publié ce livre, il est déjà sorti en allemand, donc en Allemagne et en Autriche, et j'ai reçu je ne sais pas combien de lettres des gens qui sont des enfants ou des grands-enfants, des gens comme mon père qui était là. Et il y a tellement de gens qui partagent ce souvenir des femmes qui sauvent, les femmes russes ou soviétiques, ou ukrainiennes, qui sauvent ces soldats qui sont en effet des envahisseurs. Ils ne sont pas là pour porter la paix, ils sont là pour porter la guerre. Mais quand même, dans cette retraite épouvantable, la raison pour laquelle la plupart d'eux ont survécu est parce qu'il y a quelqu'un qui les aidait. Et qui était ça? C'était des femmes. Alors, en regardant cette vidéo,
Évidemment, c'était une vidéo qu'on pouvait regarder seulement au début de la guerre. Tout est changé, comme vous savez, naturellement, très bien, avec la découverte de ce qui s'était passé à Boutcha. Et ça a été dans le début d'avril, il y a exactement maintenant 4 ans. Ces jours-là, c'est l'anniversaire. Après ça, après le témoignage et la perception de ce qu'était vraiment cette invasion génocidaire, parce que c'était une invasion. Alors évidemment, le rapport avec le soldat russe est changé. Mais dans ces premiers jours-là, personne ne comprenait rien, même pas les Ukrainiens, même pas les soldats russes, qui n'avaient aucune idée pourquoi ils étaient là. Et sûrement ce très jeune soldat que je voyais, je ne pouvais pas m'arrêter de regarder, parce qu'il y a cette scène, je ne fais pas de spoiler parce que c'est la première page. Il avait évidemment aucune idée qu'est-ce qu'il avait été envoyé à faire. Et ces femmes, il était prisonnier évidemment par les Ukrainiens, et cette femme ukrainienne lui donne un peu de thé, un peu de pain, et une d'elles lui donne son téléphone et lui dit avec une voix un peu comme ça, mais avec une brusque gentillesse, vas-y, prends mon téléphone, appelle ta mère. Dis à ta mère que tu es vivant, que tu es en vie. Et c'était un geste qui, en venant de tous ces contes de mon père, que c'était les femmes russes, comme ils les appelaient, mais en effet, c'était dans ces lieux-là que j'étais en train d'apprendre. C'est pas la Russie, c'est l'Ukraine. Donc, c'était en effet les femmes ukrainiennes qui lui offraient du pain, exactement comme ces femmes-là. Et j'étais en train, en effet, d'écrire un autre livre, mais je l'ai dû mettre à côté et commencer tout de suite ce livre-là. Donc vous comprenez à ce moment-là que votre père n'a pas été sauvé par des femmes russes, comme il a souvent raconté, comme la légende familiale le veut, mais probablement par des femmes ukrainiennes. Vous le comprenez à la toponymie qui apparaît donc sur nos écrans au moment de l'invasion russe, mais ce n'est que l'un des premiers parallèles que vous faites entre les deux périodes. Il y en a des milliers d'analogies dans le livre, au point que vous écrivez à un moment donné, si on inventait, si un romancier avait écrit toutes ces analogies, on ne le croirait pas. On dirait c'est exagéré de faire tous ces parallèles. On va revenir évidemment sur cet écho entre les deux. Mais je voudrais m'arrêter un tout petit peu sur cette vidéo à nouveau, parce que c'est pas anodin que le livre commence sur une vidéo YouTube. Il y en a beaucoup dans tout le livre. Et vous nous montrez à quel point c'est aussi l'un des premiers conflits dans l'histoire mondiale à avoir été à ce point filmé, documenté, en direct, quasiment, de manière à ce qu'on puisse suivre ce conflit presque en direct. Qu'est-ce que ça change, à la fois pour ceux qui sont impliqués dans cette guerre, les militaires, les civils, mais aussi pour nous, habitants de l'Ouest, confortablement installés dans nos fauteuils, de pouvoir, comme ça, suivre presque en direct cette guerre? Alors, il y a un an, plus ou moins, c'est-à-dire après que j'avais terminé mon livre. Donc, c'était pendant le livre, malheureusement, parce que c'était une très belle... j'ai entendu un poète biélorusse à Berlin, qui parlait de l'attention, de attention span, la durée de l'attention occidentale. Ce livre, je suis sûre, parlait... C'est pas vraiment un livre sur la guerre en Ukraine, parce que ça, c'est les Ukrainiens qui doivent les écrire, et ils sont en train de le faire. C'est un livre sur nous, les Occidentaux, qui regardent, ou qui ne regardent pas, comme maintenant, par exemple, personne ne regarde plus. Mais ça continue, avec pas une mineure intensité. En effet, on peut aussi dire avec majeure, qui augmente, parce que petite parenthèse, Poutine, il n'est pas en train de gagner cette guerre. Donc, les attaques sur les civilistes sont toujours plus affreux et directs et terroristiques, mais personne n'en parle plus.
il y a trop des autres choses. Et notre attention est prise d'ici, de là. Et c'est compréhensible. Je ne dis pas que la guerre en Iran, évidemment, c'est pas important, comme la guerre, le génocide à Gaza, ça aussi, aussi le pogrom du 7 octobre. C'est toutes des choses, évidemment, très importantes qui nous demandent l'attention. Mais le fait, c'est qu'il y a cette guerre, qu'il y a 4 ans, et donc c'est la tension qui s'émousse et qui un peu s'oublie. Et d'un côté, le poète biélorusse disait que la tension occidentale, c'est comme si on regardait des séries télévisives à la télé. C'est comme être abonné à Netflix. Hein. Donc, pour un an et demi, la série Ukraine était le top hit. Et après le 7 octobre 2023, complètement en deuxième rang. Et ça qui était un grand faveur à Poutine, évidemment. Et qui, pas par hasard, est allié des Iraniens. C'est tout tellement creusé et compliqué. Et surtout, ça, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne parce que il y a tellement des croisements et en effet, le monde dans lequel nous vivons nous demande une chose à laquelle on n'est pas habitué, parce qu'on a eu une vie très simple jusqu'ici, c'est-à-dire de cultiver la faculté de penser au moins 2 choses différentes. Et des fois, pas opposées, mais vraiment différentes en même temps, au moins 2. Par exemple, les États-Unis sont en pouvoir, évidemment, avec Trump, et pas seulement, aussi avant, dans des autres façons, impérialistes, hégémoniques, et tout ça. Et c'est une pensée qui a de grandes raisons. Et en même temps, penser que Poutine et la Russie et l'histoire russe soviétique russe, est une histoire d'impérialisme et de colonialisme. Alors, ces carrefours de la pensée, pour nous occidentaux, et je le dis avec chagrin, pour beaucoup des occidentaux progressistes, ont été très très difficiles à mettre ensemble. Par exemple, rester solidaires avec les Palestiniens qui ont été massacrés, et en même temps ne pas oublier la guerre en Ukraine et ne faire pas une hiérarchie. Ça démontre au moment avec ce qui passe en Iran, être solidaire avec le peuple iranien qui ne veut pas les moulins, pas plus, mais en même temps être horrifié parce que Trump fait. Et c'est quelque chose qui est le placement de la guerre en Ukraine de plus en plus démontre la nécessité, mais aussi la difficulté que nous avions eue et que nous avons malheureusement encore, à comprendre qu'il faut vraiment se débarrasser de ces lignes faciles de pensée, qui étaient paisibles et faciles, mais ne sont pas plus utiles. À ce sujet-là, vous avez dit, je crois, une chose très importante au moment de recevoir le prix Bruno Kreisky, dont je parlais tout à l'heure, donc le prix du livre politique, qui, je l'ai dit un peu rapidement, mais c'est un prix qui récompense précisément la littérature politique qui écrit en faveur de l'égalité, de la liberté, de la démocratie aussi. Et au moment de recevoir ce prix, vous avez parlé justement de cette hiérarchie qui existe beaucoup trop souvent dans nos démocraties progressistes, des hiérarchies qu'on peut faire, les élus comme les citoyens, dans les catastrophes qui peuvent survenir, c'est-à-dire auxquelles on accorde de l'attention, dans lesquelles on s'engage et dans lesquelles on ne s'engage pas. Et ça, ce que vous avez appelé donc l'empathie sélective, le fait d'être plus ou moins empathique selon le conflit, selon la catastrophe, ça met en péril les démocraties. Est-ce que vous pourriez... Tout à fait, parce que la démocratie, c'est quoi? C'est l'idée qu'il y a de la place pour la complexité, justement. C'est le totalitarisme qui veut occuper totalement, avec une pensée, une façon de faire les choses,
un parti politique et tout ça, c'est la unité. Totalitarisme, ça veut dire unité de la pensée. Et la démocratie, c'est exactement cette difficile, compliquée, chaotique, presque toujours pas complètement satisfaisante navigation entre la complexité et les choses qui ne vont pas l'un avec l'autre, mais ils existent toujours ensemble dans le monde. Et il faut accepter le fait qu'elles existent toutes en même temps. Et c'est une navigation beaucoup plus exigeante. Ici à Paris, vous avez enseigné au monde beaucoup exactement sur ça, sur être un citoyen comme quelqu'un qui accepte le fait que la société, c'est très compliqué. C'est le moindre qu'on puisse dire. Je crois qu'on a aussi parfois besoin de livres pour nous rappeler ça, que notre attention est volatile et parce qu'on est des êtres humains et que c'est important aussi parfois de lire des livres comme celui-ci. Et là, on profite aussi de ce décalage de la traduction pour avoir cette piqûre de rappel. Je pense que c'est très important. Et cette forme d'aveuglement, là, un peu collectif, qui nous empêche de regarder la guerre en Ukraine, en tout cas de la regarder pour ce qu'elle est et de la regarder vraiment. Ce que vous nous dites aussi dans ce livre, c'est qu'elle n'est pas totalement étrangère à d'autres formes d'aveuglement collectif plus anciens, et notamment donc en ce qui concerne 42, cette illusion d'optique qui consiste en Italie à ne retenir de la Seconde Guerre mondiale que ce qu'on a appelé la retraite de Russie, c'est-à-dire ces années 42-43 où les troupes italiennes se retirent, en oubliant que pour se retirer, il a bien fallu arriver, et que donc il fut un temps où les Italiens étaient aux côtés des nazis à envahir l'Union soviétique. Comment expliquer que la mémoire italienne, que la mémoire européenne ait aussi cette tendance aussi sélective ? Alors, je ne voulais pas faire un traité, un essai sur les raisons philosophiques. Pour ça, il y a les philosophes politiques. Alors, j'ai eu vraiment, comme vous avez dit, j'ai commencé à écrire ce livre très, très tôt, dès que la guerre a commencé. Et c'est surgi vraiment très tôt, après des jours, pas même des semaines, comme quelque chose de très personnel. C'est-à-dire pas quelque chose de théorique, mais quelque chose de très personnel, parce qu'il y avait ce lien entre l'expérience de mon père et donc la mienne comme fille de mon père et comme italienne, et puis l'expérience de citoyenne européenne qui aujourd'hui regarde la guerre en Ukraine. Et donc c'est toujours venu, j'ai eu aucune hésitation de la faire comme ce livre est venu, c'est-à-dire comme une lettre à mon père. Donc c'est un peu un livre paradoxal pour moi. C'est le premier livre que j'écris, c'est pas vraiment un roman. Ben, en effet, non, c'est pas un roman du tout. Mes premiers 3 étaient décidément des romans. Et c'est, s'il y a un genre littéraire, j'imagine que c'est la lettre au père, peut-être. Et donc c'est un paradoxal, parce que c'est, comme vous avez déjà entendu en entendant me parler, c'est un livre politique, je ne peux pas me cacher, c'est ça, mais c'est aussi, et sûrement, c'est vrai, peut-être le livre plus politique, oui, je dirais que oui, mais en même temps, c'est aussi, sans comparaison, mon livre plus personnel, parce que c'est moi, Francesca, qui parle directement, sans personnage, sans me cacher derrière d'autres fictions. Je parle à Franco Melandri, mon père, qui était déjà décédé, comme je vous ai dit, il était classe 1919, évidemment, il était déjà mort. Et donc, c'est cette question de la mémoire, de ce qu'on fait de la mémoire de la guerre, de la mémoire du fascisme. Tous nous, les Européens, évidemment, ont ce problème d'élaborer cette histoire. Et, OK, les Allemands sont en première place dans ça. Et nous, on a inventé le mot fascisme, donc il y a un peu de travail et de parcours à faire. Vous, les Français, vous avez le fait que pas tous les Français étaient dans la résistance exactement.
mais ça est pour les écrivains français écrits par moi. Donc, les Hongrois, les Rouméniens, il y a un continent, et les Russes, et l'autre côté de le rideau de fer, toute cette histoire de laquelle je raconte comme tellement peu, nous, les Occidentaux, on sait. Donc, étude de la mémoire de pourquoi en Italie il y a eu, après la fin de la guerre, il y a eu pour plusieurs dizaines d'années que 2 histoires qu'on pouvait raconter vraiment de la guerre, des épisodes, des parties de la guerre, et c'était évidemment la résistance, ça, il ne faut pas que j'explique pourquoi, c'était l'héroïsme, et la retraite de Russie, parce que c'était une retraite véritablement affreuse, où les gens mouraient comme mouches dans le froid, dans la steppe, c'est vrai. Et ceux qui ne mouraient pas, ils étaient prisonniers, portés dans les goulags, où ils continuaient à mourir comme mouches. Donc c'était vraiment quelque chose de traumatique et tragique. C'est pas intéressant de le minimiser. C'était vraiment une apocalypse de souffrance. Mais c'était la seule partie, avec une catastrophe, comme dit, tellement énorme, qu'on pouvait raconter, parce que c'était... Alors, les partisans étaient une histoire de héros, et ça était une histoire de victimes. Alors, c'est difficile à nier que les pauvres soldats italiens qui avaient avec les chaussures, pas de carton comme l'histoire dit, mais très mauvaises, avec les pieds froids, qu'ils n'étaient pas des victimes. Évidemment, ils étaient aussi des victimes, mais aussi en allant, et surtout, il y avait toujours ce concept, la ritirata di Russia. Et c'est vraiment formidable, parce que ritirata di Russia, elles sont 3 mots, et dans 3 mots, il y a 2 mensonges. C'est un record, hein? Parce que ritirata, au moindre un mensonge blanche. Ritirata, on ne fait pas mention de, oui, mais on se retire de quelque part où on est allé. Et qu'est-ce que c'était l'aller? Et l'aller était une invasion nazi-fasciste, évidemment. Ça est la première mensonge. Et la deuxième est de Russie. Et ça, pour répondre à votre question, exactement, et ça m'a vraiment bouleversée et étonnée, aussi en remarquant mon ignorance, ma propre... un manque de conscience. C'est là où, et je raconte avec aussi des anecdotes familiales, la disparition du mot ukrainien, de ce récit victimaire de la retirata di Russia, de la retraite de Russie, et exactement la réalisation des motivations de Poutine pour sa guerre génocidaire, parce que cette guerre génocidaire a qu'un but, prouver que l'Ukraine, en effet, n'existe pas comme pays, comme société, comme culture, comme langue, comme identité. Et de ça, j'étais tellement ignorante jusqu'au début de cette guerre affreuse. Et ce livre est aussi un peu une autobiographie, je pourrais dire, politique de progressiste occidentale, progressiste italienne, qui a même écrit un livre sur le colonialisme, tout sauf moi, le livre avant, c'est-à-dire j'ai étudié le colonialisme, j'ai étudié l'impérialisme, mais toujours, et je l'avoue, hein, je ne suis pas fière de ça, mais toujours avec cette aveugleté, comme une demi-aveugleté de ce que je veux vous parler avant, c'est-à-dire les fameuses deux choses qu'on devrait penser en même temps, c'est-à-dire j'avais tout mon regard, comme beaucoup, la plupart des progressistes occidentaux, tout mon regard sur l'impérialisme et le colonialisme occidental.
qui est vrai, qui est épouvantable. Nouvellement, ici en France, je ne dois pas expliquer rien. Vous avez votre histoire, les colonies et tout ça. C'est rien à minimiser. Hein? On ne minimise pas. Si on dit qu'il y en avait aussi un autre, qui a duré centaines d'années aussi. Et c'est l'impérialisme, le colonialisme, qui a fait si qu'un petit village sur les paludes du Moscovie est arrivé jusqu'au océan Pacifique. Ça n'arrive pas, par grâce de Dieu. Ça n'arrive pas parce qu'il y a quelqu'un qui a donné de sa propre volonté cette terre. Non. Mais c'est quelque chose qui a été, ou toute l'histoire de l'après-guerre, de ce qui s'est passé de l'autre côté de la... Et là, pour ce regard-là, l'aveugleté était évidemment, et c'est ça que je raconte aussi, surtout dans un chapitre qui s'appelle « Rouge », comme communistes, comme socialistes, comme progressistes occidentaux, qu'est-ce qu'on a compris ou pas compris, ou pas eu intérêt à comprendre de ce qui se passait de l'autre partie de l'Europe. Et c'est vraiment... Laissez-moi dire une dernière chose, et puis je m'arrête de cette manifestation politique. Mais je veux dire que ça. Alors, dans ces jours, on est épouvanté par la folie qu'il y a dans la Maison Blanche, d'un côté, la folie des moulins, la folie de Poutine et tout ça. Et je pense qu'il y a beaucoup dans cette salle qui pensent que la seule sauveté, énergie, processus, espoir, c'est de bâtir l'Europe. Mais j'ai vraiment, en écrivant ce livre, j'ai vraiment compris que si nous, les Européens occidentaux, c'est-à-dire les chanceux, parce que nous, on est les chanceux, historiquement, et on ne peut pas le nier. On ne regarde pas, on n'apprend pas, on ne commune pas avec les raisons, les expériences des Européens orientaux. L'Europe ne se peut pas bâtir. Je m'arrête. Mais c'était une envolée très, très passionnante et nécessaire. Oui, vous montrez très bien que cet aveuglement, cette difficulté à penser ceci et cela, tient aussi à l'histoire du communisme, et en particulier l'histoire du communisme en Italie, cet attachement très fort au communisme, mais qui est finalement toujours pensé comme un idéal et pas comme un système politique. On a du mal à le regarder comme ce que c'est, et donc à regarder l'impérialisme russe pour ce qu'il est, et sa continuité aussi dans le temps. Vous nous avez parlé de cette expression qui revient toujours de retraite de Russie, et de ce que ces deux mots-là occultent de l'histoire. Et ce qui est passionnant dans ce livre, dans Les Pieds Froids, c'est aussi cette manière que vous avez de revenir toujours sur l'implication du langage et des mots, à quel point l'amnésie collective, c'est beaucoup et souvent une affaire de langage. C'est quand on utilise certains mots à la place d'autres mots, ou quand on utilise des mots suffisamment flous ou imprécis pour justement raboter une partie de la réalité. Ce qui est d'ailleurs aussi ce que fait évidemment Vladimir Poutine aujourd'hui, quand il parle d'opération militaire spéciale, et que le mot guerre est en revanche complètement interdit. Si quelqu'un dit guerre, il a mis un pré-bouton. C'est interdit. Et donc tout ce travail-là sur la langue, c'est très décisif aussi, je crois, dans votre livre. Mais ce que vous montrez, pardon, j'y arrive, c'est que souvent, ça se passe à l'échelle des familles. Ça se fait par le grand récit collectif, mais aussi une famille à la fois, un mot remplacé par un autre à la fois, une anecdote familiale répétée qui fait un peu, qui laisse dans l'ombre tout le reste. Et donc là, on en revient à cette idée d'avoir entremêlé la politique, l'histoire, et puis votre histoire intime, celle de votre père. Et vous nous avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas hésité une seconde à ce que ce livre prenne la forme d'une lettre à votre père et d'un espèce de dialogue sans réponse, où parfois vous imaginez comment il réagit, comment il objecte, comment il répond en fait à vos paragraphes. Pourquoi est-ce que cette forme-là vous est apparue comme une évidence, et qu'est-ce que le fait d'imaginer toujours votre père à vos côtés dans le temps de l'écriture
à modifier peut-être, ou de quelle façon ça a influencé en fait la forme du livre? Oui. En effet, ce livre, c'est un peu une séance spiritique, on peut dire, où j'appelle l'esprit et l'amour et la relation entre mon père et moi. J'ai eu la chance d'être une fille aimée, normalement aimée. Et mon père était un homme compliqué, il avait beaucoup de complications, mais il était, et toutes mes sœurs sont d'accord, il était un bon père qui nous aimait, nous a laissés libres. Donc, ce livre, c'est pas du tout un livre sur mes traumatismes de mon rapport avec mon père. Non, c'est pas ça. Heureusement. Ouf, il y en a assez, hein. Et non. Et en effet, je pense que j'aurais peut-être, j'imagine, pas pu écrire ce livre aussi, des fois, si direct, aussi en lui demandant, au moins en demandant à sa mémoire des choses très directes, si j'avais pas cette base de confiance, d'amour. Et l'instant initial, comme je vous disais, en regardant ces images et en étant bouleversée par le labyrinthe des miroirs de cette guerre, avec la guerre de mon père, et Poutine même qui disait ces folies, comme dire que les Ukrainiens étaient les nazis, et lui, l'armée russe, c'était la nouvelle Stalingrad. C'est une folie, hein, un chaos cognitif, historique et tout ça. Et dessus tout ça, la réalisation, alors dans 2 mois, je vais être 62, c'est-à-dire je suis d'une génération tellement chanceuse. La mienne, c'est 2-3 générations. Hein. La première de la mienne, peut-être celle un peu après. On a ici, en Europe occidentale. Et la réalisation est en regardant ces images, que j'ai aucune idée de la guerre, mais vraiment aucune idée. Heureusement. Et évidemment, l'espoir serait qu'aucun être humain ne comprend rien de la guerre. Ça serait le monde idéal. Hein. Mon état, ce n'est pas quelque chose de lequel j'ai honte. J'aimerais bien l'extendre à toute l'humanité, mais évidemment, ce n'est pas comme ça. Mais cette ignorance profonde, existentielle, mon corps n'est pas aucune idée de ce que ça veut dire d'avoir les bombes sur la tête, de ne pas dormir pendant 4 ans, parce qu'il y a toutes les nuits et tous les jours les sirènes. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir ta famille tuée, et tu es le seul survivant, tout ça. J'ai aucune idée. Alors j'ai vraiment dû, c'est pour ça la lettre, appeler mon père. Parce que, comme dit, mon père était de cette malchanceuse génération qui a dû savoir, bon gré mal gré, la guerre. Il l'a compris, il l'a su, il l'a vécu, malheureusement pour lui, comme toute sa génération. Donc, la première question, et c'est ça aussi dans les premières pages, c'est papa, parce que c'est tout, hein, papa, j'appelle papa, viens chez moi. Il était mort depuis 10 ans. Il est mort en 2012. Donc, c'était exactement 10 ans. Viens à ma côté, tiens ma main, et si tu peux, si tu arrives, explique-moi quelque chose de cette monstruosité. Qu'est-ce qu'est la guerre? Et évidemment, à la fin du livre, j'ai quand même rien compris de la guerre. Parce que, mais j'ai compris. Alors, ça, il y a un spoiler. Qu'est-ce que j'ai compris à la fin du livre? J'ai compris que seulement qui a mis, malheureusement, qui a dû avoir le corps dans la guerre, c'est le corps. La guerre est une expérience des corps. Ce n'est pas une expérience théorique. C'est une expérience, et même pas seulement, évidemment, c'est une expérience politique, militaire, tout ça, mais c'est une expérience des corps. Alors, ceux qui ont eu la mauvaise chance d'avoir les corps dans la guerre, eux,
ils savent ce qu'est la guerre. Nous, qui heureusement que regarder la guerre, nous n'avons pas la moindre possibilité de cette compréhension. Heureusement, hein, et on n'a pas envie de changer ces états. Et donc, on parle, et par exemple, quand je parle avec mes amis ukrainiens, palestiniens ou iraniens, ou soudanais, tous, j'ai un ami, un poète ouïghour, tous disent la même chose. Et le fait que je parle avec eux, ça veut dire qu'ils sont ici. Hein? Ils sont évidemment réussi à s'en aller. Et ils disent tous la même chose, que pour eux, qui ont connu malheureusement la guerre et qui savent ce que c'est, vivre entre nous, c'est vraiment vivre dans deux univers, toujours, constamment. C'est vivre dans l'univers des gens qui n'ont aucune idée de la guerre, en parlent, et ils ont beaucoup d'opinions aussi, hein, mais et des fois informés, des fois moins informés, mais ils en parlent beaucoup. Mais ils n'ont aucune idée. Et la propre expérience et l'expérience de ces gens, de sa famille, de son pays, qui ont cette compréhension existentielle qu'ils n'ont pas choisi hein, de l'avoir. Ils auraient bien beaucoup de plaisir à ne pas l'avoir, mais ils doivent l'avoir. Et mon père, c'était le même. Il a, et donc c'est pour ça que je l'ai évoqué, exactement pour ça. Vous vous arrêtez aussi, on parlait tout à l'heure des mots, de l'importance des mots. C'est un livre évidemment très politique, historique, mais c'est aussi le livre d'une écrivaine qui s'intéresse à la langue. Qu'est-ce que la langue vient faire là-dedans? Et à ce propos de mal comprendre, en tout cas de ne pas voir les choses de la même façon, vous vous arrêtez aussi longtemps, et c'est très beau, sur ce que ça signifie la guerre pour quelqu'un qui ne l'a jamais connu. Est-ce que ça signifie pour quelqu'un qui a eu son corps dans la guerre ou qui a actuellement son corps dans la guerre? Il y a énormément de mots comme ça. Qu'est-ce que c'est le pain? Qu'est-ce que c'est le pain pour vos enfants? Qu'est-ce que ça signifiait le pain pour votre père au moment de la retraite de Russie? Et ça aussi, je crois que la faim, la famine. L'une des grandes réussites de ce livre, c'est aussi de rappeler l'importance de toujours réfléchir, quand on utilise un mot, d'où on l'utilise, à partir de quel endroit, depuis quelle expérience. Mais je reviens un petit peu à votre père, puisque ce père qui a été donc, du mauvais côté de l'histoire, un moment de sa vie, et à propos duquel vous allez découvrir un secret de famille en cours d'écriture, vous lui écrivez, puisque donc, tout le livre est adressé à ce père, vous écrivez « Je suis ta fille, mais pas ton juge, et ni l'avocat de la défense ». Alors moi, je vous pose la question... en tant que sa fille, hein, et pas en tant que juge ou avocat de la défense, parce que ce père, il écrivait aussi, vous citez tous ses livres dans le vôtre, dans Les Pieds Froids, notamment Retour avec le fou, qui parle de cette retraite de l'Union soviétique. Qu'est-ce que vous lui devez en tant que sa fille à ce père? Qu'est-ce que je devais à mon père? Oui. Ah, c'est une très belle question. Merci. Personne ne me l'avait jamais posée. Ok. Oui. Alors, j'essaie de répondre. Mais c'est vraiment une question intéressante qui va rester avec moi pour longtemps. Mais alors, j'improvise. Alors, comme j'ai eu l'audacité de évoquer mon père et le mettre dans un livre, hein, c'est-à-dire, bien que dans ce livre, il n'y a rien que je ne trouve pas honnête et authentique, mais c'est même pas la vie, c'est un livre. Hein. Évidemment, c'est l'écart entre la vie et la littérature. Donc, de quelque façon, je fais de mon père un personnage littéraire. C'est ça ce qu'on fait. Je fais de moi-même un personnage littéraire, parce que je me suis mis là. Francesca fait des choses, pense des choses, dit des choses. Et en faisant ça, j'ai mis mon père dans la position où je me sens en devoir, dans la position que je pense que j'ai le devoir d'avoir,
rapport à tous mes personnages. C'est-à-dire, voyons si j'arrive à expliquer. C'est-à-dire, j'ai des jugements, évidemment, sur les actions. Et je ne renonce pas à ça. Hein. Je ne renonce pas à juger les crimes de guerre, sont des crimes de guerre. Et il y a des tribunaux, il faut les juger. Et c'est bien que ça arrive. Il y a un jugement vers les actions et je pense que j'ai le droit de l'avoir. Mais comme écrivaine, hein, je ne parle pas ici idéalement, ça serait aussi comme être humain, mais ça est vraiment difficile, ça est pour les saints. Ben, restons au niveau des personnes normales comme moi, normales comme moi, et restons sur la littérature. Comme écrivaine qui écrit des personnages, j'ai le devoir, je pense, parce que quand j'écris un livre, moi je suis la déesse de cet univers. Hein? J'ai le pouvoir de faire ce que je veux, l'omnipotent pouvoir créateur de ce petit univers-là. Dans ce petit univers-là, moi je suis la déesse absolue. Et comme déesse absolue, je sens que c'est mon devoir d'avoir une, pas forcément empathie, mais compassion universelle. C'est quelque chose que je n'arrive pas du tout à avoir dans ma vie, évidemment. C'est pour les saints, comme dit. Mais comme écrivaine, alors, s'il y a quelqu'un ici, par exemple, qui a lu Tout sauf moi, alors là, il y a des personnages qui sont, la plupart sont inventés, mais il y en a quelques-uns qui sont réels. Par exemple, Rodolfo Graziani. Rodolfo Graziani était un criminel de guerre. Quelque chose que, heureusement, mon père n'était pas. Heureusement. S'il avait été un criminel de guerre, probablement je n'aurais pas écrit ce livre. Mais Rodolfo Graziani était un criminel de guerre, sans doute. Alors, en l'évoquant comme personnage dans mon roman Tout sauf moi, je me sentis d'avoir deux devoirs. Un, le devoir de la vérité historique, au moins essayer. Les faits doivent être documentés. Je ne peux pas inventer les faits, surtout les faits qu'on connaît, qui sont documentés. Donc, par exemple, les faits des crimes de guerre de Rodolfo Graziani. Mais je pouvais aussi lui laisser, comme j'ai laissé par exemple Mussolini. Mussolini n'est pas un personnage de mon livre, c'est quelqu'un qui existe évidemment dans l'univers du fascisme, mais je ne raconte rien de lui. Alors je pouvais le laisser comme ça. Mais en le rendant un personnage, alors j'ai un devoir vers mon personnage. Et c'est-à-dire d'essayer de comprendre ses raisons. Pas les partager, évidemment. Je ne partage rien des pensées, de la façon de regarder le monde, de la façon d'agir de Rodolfo Graziani, évidemment. Mais j'ai le devoir, si je veux lui rendre un personnage et pas seulement un nom. Parce que les personnages, dans la littérature que j'aime et j'essaie de faire, chaque personnage dans un livre doit être quelqu'un. Quelque chose le plus proche possible à un être humain. Soit les personnages inventés, fictifs, comme Ilaria, Attilio Profetti, qui sont totalement inventés, ou les personnages... Sinon, je ne fais pas un personnage. Et alors, mon devoir vers mon père, pour retourner à la question, à la très belle question, est que, comme écrivaine et comme fille, et là, les deux choses, évidemment, se croisent. Heureusement, je ne suis pas la fille de Rodolfo Graziani, donc je n'avais pas ce devoir-là. Mais je suis la fille de Franco Melandri. Il y a quelque chose qui a à faire aussi avec la fin de Tout sauf moi, qui termine exactement sur la compréhension de cette fille, qu'elle ne peut pas tout comprendre de son père. Ou personne ne peut tout comprendre des autres, en général, et encore moins de nos parents. Hein? Surtout quand ils sont morts. Ils sont morts. On ne peut que dialoguer avec leur esprit, avec l'amour qu'on a eu. On peut faire ces dialogues personnels, et il y a beaucoup de gens qui le font aussi sans faire des livres. Mais on a le droit, je pense,
sûrement, de juger aussi bien durement, si c'est le cas, les actions aussi de ses parents. Je pense que ça, c'est le droit. Mais ma ligne, c'est les crimes de guerre, les crimes. Hein? Alors, c'est très personnel ce que je vous dis, c'est pas en loi, c'est pas quelque chose, c'est pas, je légifère pas. C'est ma façon de me rapprocher à ces questions qui sont très compliquées. Qu'est-ce qu'on fait de l'imperfection de ses parents? Et parfois l'imperfection très imparfaite, imperfection des fois très, hein, qui c'est un peu. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et c'est à naviguer. Et oui, la synthèse, c'est que je me réserve le droit de juger les actions, mais l'être humain, c'est un mystère. Je suis désolée de dire cette platitude, mais c'est vrai. C'est un mystère. On ne peut pas vraiment savoir tout ce que s'est passé là-dedans. Et c'est avec cette révérence pour le mystère des autres que je me suis rapprochée aussi à mon père. Comprendre n'est pas pardonner. De toute façon, c'est essayer de comprendre. Ça ne veut pas forcément dire excuser. Tout à fait, tout à fait. Et je disais aussi que votre père, il écrivait et que vous citez à plusieurs reprises ses livres. Et pourtant, il écrivait avec une conscience très forte de l'inutilité des mots. Vous citez un passage qui est au tout début de Retour avec le fou, donc son livre sur la retraite. Le livre de mon père. Le livre de votre père. Vous citez ce passage, donc il vient de perdre un soldat au front, et tout de suite il comprend que tous les mots qui vont suivre vont sonner faux, qu'ils vont être des mots voulus, des mots un peu superflus en quelque sorte, et pourtant il y a le livre qui suit et il écrit malgré tout. Pourquoi est-ce qu'on écrit quand même en sachant ça, en sachant qu'on n'arrivera jamais à une compréhension parfaite ni à une... Honnêtement, je n'ai aucune idée. Mais je sais que je le fais. Et pour moi, ça est une partie du travail de ce livre qui m'a particulièrement touchée, parce que mon père était journaliste, donc il était aussi bien avec les mots. Et il était toujours mon premier lecteur quand j'écrivais mes premières histoires, quand j'étais petite. Il était toujours mon premier éditeur. Et il y avait ce lien entre nous, des gens qui aiment l'écriture, qui aiment raconter des histoires. Et lui, il racontait beaucoup des histoires aussi pas écrites, et inventer des histoires. C'est quelque chose que j'ai sûrement pris de lui. Et donc, c'était très émouvant pour moi. Alors, mon père a écrit 3 livres. Le premier, Retour avec le fou, c'est Mémoires de guerre. Et à mon avis, c'est vraiment un bon livre qui n'a pas eu aucune chance éditoriale. Et puis le deuxième, oui, c'est intéressant, mais peut-être c'est plus intéressant pour nous, la famille, parce qu'il y a des anecdotes bien écrites. Mais le troisième, c'est pas vraiment intéressant. Mais pour moi, c'était vraiment intéressant aussi de dialoguer dans cette évocation aussi avec mon collègue Franco Melandri, et on a discuté beaucoup de notre métier. Et il y a dans Ritorno colmato, dans Retour avec le fou, une phrase qui m'a... J'ai lu et relu, comme vous pouvez imaginer, ce livre de mon père, je ne sais pas combien de fois. Chaque fois que je la lis, je pleure. Parce que je retrouve tout aussi, le mystère et le chagrin de mon père. C'est là qu'il y a la faille. Et c'est une phrase qui dit plus ou moins quelque chose comme... parce qu'il parle avec ce jeune soldat qui décide d'aller avec les partisans soviétiques, et lui, il ne le fait pas. Et il n'a pas le courage, peut-être, de choisir la partie juste. Hein. Et le jeune soldat qui a un
il n'est pas cultivé, il parle pas, il dit, parce que, vous savez, moi, je ne parle pas trop bien, mais je comprends ce que c'est bien et ce que c'est mauvais. Il dit quelque chose. Et mon père, c'est-à-dire l'alter ego de son roman, pense. Et il est en troisième personne, donc la phrase est plus ou moins comme ça. Et il pensait, lui, l'auteur, mon père, il pensait que lui, il avait une grande facilité avec les mots. Il savait les utiliser très bien, mais il n'avait pas presque jamais l'idée de savoir exactement qu'est-ce que c'était le bien et le mauvais. Et ça me touche plus que je peux dire. Et comme j'écris dans mon livre, je pense que peut-être ça, il n'y a pas une raison seulement, une unique raison, mais c'est sûrement une des raisons pour lesquelles j'écris. Parce que oui, j'ai toujours écrit, donc je suis à mon aise avec les mots. Mais est-ce que je comprends exactement le bien et le mal du monde? Pas vraiment, pas toujours. Donc écrire, c'est ma façon de me débrouiller dans ce chemin. Avec l'espoir, écrivez-vous que peut-être au bout du livre, on comprendra un peu mieux en ayant navigué dans ce questionnement. Alors, justement, à la fin de ce livre, vous écrivez, tu vois, papa, je voulais écrire un livre sur la guerre et finalement, j'ai écrit un livre sur la démocratie. Alors, qu'est-ce que vous comprenez mieux? Qu'est-ce que vous avez appris peut-être de la démocratie en écrivant ce livre? Alors, comme je vous disais, j'ai commencé mon livre avec la question à mon père, papa, qu'est-ce que la guerre? Alors, à la fin, je pense avoir compris deux choses. La première, je vous ai déjà dit, on ne comprend pas la guerre si on n'y a pas le corps. Donc, j'espère de jamais comprendre la guerre. J'espère surtout que mes enfants et les enfants de tous nous ne vont jamais comprendre la guerre. Première compréhension. Deuxième compréhension, l'opposé, on dit comme ça, l'opposé de guerre, c'est pas paix, mais justice. Mais justice. Parce que, en pensant encore une fois à ce poète biélorusse, comme il parlait, il est évidemment pendant un exil, après avoir été emprisonné, torturé, il a laissé ses parents à Minsk. Il parlait, vous savez sûrement qu'en 2020, il y avait ce grand éclat, les élections en Biélorussie, il semblait pour un instant que la démocratie pouvait gagner, mais évidemment, Poutine n'a pas permis ça, parce que son soldat, Loukachenko n'a pas permis. Et alors, ce poète parlait de la place, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, la place principale de Minsk. C'est une place, aujourd'hui, très paisible, très plaisante. C'est une belle place européenne. Il y a la paix dans cette place. Mais est-ce que ça a la paix? Non, il y a plus de violence là. Mais dans les souterrains des prisons biélorusses, il y a les gens torturés à mort, aujourd'hui encore comme on parle. Donc, que la guerre cesse, que les armes cessent, c'est pas nécessairement la fin de l'horreur, s'il n'y a pas la justice. Et vous connaissez le dit de Bismarck, la guerre c'est la continuation de la politique avec des autres moyens. C'est aussi vrai le contraire. La politique, c'est nier la guerre et une autre fois, la démocratie, c'est de parler de choses très compliquées, très inréconciliables, mais qu'il faut de quelque façon réconcilier, d'une façon qui ne laisse aucun satisfait. Et c'est ça la démocratie, quand il n'y a pas une partie qui est satisfaite et tous les autres qui sont unhappy. Et donc, le contraire de la guerre, c'est vraiment pas la paix pour soi, en soi, mais c'est la justice.
C'est la possibilité, par exemple, quand il y a eu des crimes de guerre, après, de faire des tribunaux où on les juge. C'est les institutions des trois pouvoirs séparés, la magistrature, le Parlement et le gouvernement, qui gèrent le sang, la violence et les corps détruits qui ont été lassés par la guerre et qui en fait à nouveau quelque chose où la société peut répartir. C'est ça l'opposé de la guerre, c'est pas paix à tout coup. Et une autre fois, il y a quelque chose de vraiment, pour moi, répréhensible dans le fait que, autrefois, nous, comme Européens occidentaux, nous parlent de comment et de combien des autres qui ne sont pas nous doivent payer pour cette paix. Ce n'est pas un coût à nous, c'est pas un prix à nous. Alors, ça est vraiment, pour moi, moralement, pas acceptable. Merci beaucoup, Francesca Milandri. On a un peu débordé déjà. Merci infiniment pour ces réponses, d'avoir parlé aussi merveilleusement en français aussi. C'est un effort, j'imagine, mais c'était très passionnant. Je vous invite à découvrir tout le reste et toutes les questions qu'on n'aura pas eu le temps de poser en lisant le livre, qui est évidemment en vente à la sortie. Et si Francesca a encore le courage, vous pouvez avoir une dédicace également. Merci à tous pour votre écoute au Festival Italissimo et la Maison de la Poésie qui nous accueille ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous, Kamel, de cette très belle question.